On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Papa Ours. Hello. Je vous avais demandé récemment quelles étaient les questions que vous auriez envie de nous poser pour faire une FAQ, donc une foire aux questions. Vous êtes nombreux à nous poser assez régulièrement des questions auxquelles je réponds souvent moi individuellement, mais là on est les deux pour répondre aux quelques questions qu'on a sélectionnées, parce que évidemment qu'il y en avait plus d'une centaine, donc on a pris celle qui nous semblait le plus générale et le plus intéressante à aborder, et du coup on va répondre à vos questions sur cette vidéo YouTube. La première question est: tes trois petits chats ont tous le même papa? Donc non, Papa Ours c'est le beau papa de Willow et Eileen, et c'est le papa de Nao. La question suivante c'est: quel est le métier de Papa Ours? En quelques mots, je travaille comme commercial pour une grosse entreprise de distribution de produits à énergie renouvelable qui gère à peu près la moitié de la Suisse. Et pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, ça va être donc des produits typiquement des panneaux solaires, ça peut être aussi des pompes à chaleur ou autres qu'on va vendre directement aux professionnels, donc aux installateurs, que eux fassent les installations chez vous, clients finaux. Avez-vous vécu votre parentalité de la même façon avec vos trois loulous? C'était une évidence pour moi avant même d'accoucher de mon premier enfant que je voulais partir dans une démarche bienveillante parce que c'est l'éducation que moi j'ai reçue par ma propre maman, je pense que la majorité d'entre vous le savent déjà. J'ai l'impression avec le recul que c'est un mode d'éducation qui a très bien fonctionné sur moi et du coup c'était évident avant même la naissance de Willow que j'avais envie de donner la même chose à mes enfants. Je crois qu'on a repris les mêmes bases avec Papa Ours concernant Nao et concernant mes deux premiers enfants, mais que à deux, quand on arrive à se relayer, ça va beaucoup mieux. La prochaine question elle est pour toi, c'est: Papa Ours, tu es originaire d'où et où as-tu grandi? Alors, en quelques mots, je suis originaire de Delémont. Après, j'ai des origines, en tout cas dans le sang, à moitié turc, à moitié suisse. J'ai grandi principalement dans le Jura quand même. Après, c'est vrai que j'ai fait un petit peu les quatre coins de la Suisse. Mais toujours dans la Suisse. Toujours en Suisse. Et j'en profite pour reprendre la main. Quelle est la musique qui vous fait vibrer? J'ai pas l'oreille très musicale, j'aime beaucoup écouter de la musique, mais c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose qui me transporte particulièrement. Du coup, moi, je pars plutôt sur des artistes assez faciles à écouter, comme par exemple Caravan Palace, c'est quelque chose que j'ai énormément de plaisir à écouter. Personnellement, j'ai toujours aimé la musique, beaucoup de styles de musique différents, mais finalement, ce que j'ai préféré à travers la musique, c'est les textes. J'aime beaucoup les textes, j'aime que les musiques aient du sens. Pour ça, je choisirais Cinquième Soleil de Kenny Arcana. Là, c'est vraiment très précis. Et sinon, en commun, on aime bien écouter Babel, par exemple. C'est des mélanges musicaux, une espèce de consonance un petit peu techno, un petit peu hip-hop aussi dans le beat, un petit air rock aussi. On est assez souple en termes de musique, on n'est pas très arrêté sur un style particulier, on écoute assez facilement de tout. Par exemple, je sais pas si vous connaissez l'artiste Nao, mais je pense que du coup, vous comprendrez comment Nao a trouvé son prénom. La prochaine question va sûrement en intéresser plus d'un qui regarde cette vidéo. Hey, comment gérer la vie de couple après bébé? J'aurais du mal à répondre, on va dire, facilement à cette question, parce que finalement, je ne gérais pas ma vie avant d'avoir un bébé. Finalement, ça s'est fait, en tout cas pour nous, ça s'est fait très naturellement. On a réussi à caser des petits moments où ils font la sieste, où on peut être un peu ensemble, se retrouver, ou même le soir. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez particulier dans notre conception de la famille, c'est qu'on est une famille recomposée, et du coup, en fait, à partir du moment où on a été en couple avec mes deux enfants. C'est-à-dire qu'on a été tout de suite une entité familiale. En fait, on n'a pas vraiment eu le choix, parce qu'on a été baigné dans cet esprit de famille dès le début. Et du coup, moi, il y a aussi des erreurs que j'avais pas envie de reproduire. C'est-à-dire que j'avais pas envie de mettre la famille au centre, et puis que nous, en tant que couple, on se sépare complètement. Et du coup, c'était important qu'on arrive à se trouver des petits moments à... Et du coup, c'est vrai que le soir, à partir du moment où les enfants sont au lit, on est vraiment que entre nous. On a vraiment besoin tous les deux d'avoir au moins 2 ou 3 heures qu'on peut partager vraiment que ensemble, autour d'un repas, à discuter, à regarder parfois la télé, même à rien faire de particulier, mais juste où on peut être entre nous. Et finalement, je terminerai sur: si vous avez un seul enfant, mon premier bébé, quand il est tout petit, il y a toujours possibilité d'avoir vos petits moments à vous. Ça va se faire en fait finalement assez naturellement, laisser faire les choses. Vous verrez les moments de sieste, mais si vous en avez déjà plusieurs, finalement, je pense que vous connaissez plus ou moins la recette, puisque vous avez réussi à en faire d'autres. Il y a un côté qui est quand même intéressant dans cette question-là, c'est que c'est vrai que souvent, les parents, moi la première, quand j'ai eu mes deux premiers enfants, on se sent vite débordé par le côté famille qui est très prenant, et puis par la fatigue, parce que c'est vrai qu'il y a une fatigue qui est énorme quand on devient parent, que même nous qui avons l'habitude, on a de la peine à gérer, et c'est vrai que malgré cette fatigue-là, il faut réussir vraiment à se trouver des moments à nous, parce que sinon, à mon avis, c'est l'implosion. Enfin, on peut pas rester un couple si on partage plus rien en dehors des enfants. Quel est notre prochain tatou? Moi, personnellement, je ne sais pas spécialement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille vraiment sur le temps, mais par contre, j'ai un projet énorme à faire sur mon dos, façon un petit peu mandala et dentelle. Moi, rien de particulier non plus finalement. J'ai jamais projeté, enfin prévu vraiment un tatouage en particulier que j'ai travaillé pendant X temps avant de finalement passer à l'acte. C'est plutôt sur des impulsions, des moments de vie, des choses marquantes que j'ai envie de pouvoir graver. La question suivante, c'est: jusqu'à quand vas-tu allaiter Nao? Précisons que c'est une question qui vient de quelqu'un qui est pour l'allaitement long. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais allaiter Nao. En fait, c'est comme pour mes premiers, je pense que de lui-même, il va s'éloigner naturellement. Et je crois aussi qu'il faut être bienveillant avec soi-même. Et au bout d'un moment, moi aussi, je vais en avoir marre, parce que je me rappelle que quand mon premier a eu 3 ans et demi, j'avais plus envie. Et je pense qu'avec Nao, ça sera pareil qu'avec son frère et sa sœur, ça s'arrêtera quand ça voudra bien s'arrêter. Et si c'est 18 ans, ma foi, ce sera 18 ans. Après, si toutefois l'information vous intéresse quand même, moi j'ai décidé
décidé d'arrêter maintenant il y a 1 semaine et demie de l'allaiter. Il n'a plus que le sein de maman pour pouvoir se nourrir. Je pense que c'est déjà un bon cap qui a été passé. La question suivante, c'est allez-vous vous marier? Alors celle-là, je la trouve un peu bizarre, étant donné qu'on est déjà mariés depuis 1 année et demie. Non. C'est vrai que moi j'aimerais bien me marier, mais pas pour l'institution du mariage à laquelle je ne crois absolument pas, mais vraiment uniquement pour avoir le même nom de famille que Nao et que mon chéri. Non, plus sérieusement, c'est pas dans nos projets actuels. Je crois qu'on a déjà beaucoup accompli en l'espace de 2 ans et demi approximativement. Pour le moment, on va se détendre un petit peu. Comme elle le disait, ce serait déjà plus pour le nom qu'autre chose. Et certains couples ont besoin de faire ce cap. Je ressens pas ce besoin, non, finalement. Moi non plus. En fait, je crois que c'est comme beaucoup de choses. Moi, j'ai le sentiment qu'on est liés. On est liés fort. Je pense pas qu'on serait plus liés si on était mariés. Je pense que ça changerait rien. À part le fait de peut-être s'enchaîner l'un à l'autre. Et moi, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai confiance en notre relation et qu'elle est équilibrée comme ça, en fait. C'est vrai. Prochaine question. Si vous deviez vivre ailleurs, où et pourquoi? Techniquement, c'est une question qu'on n'a jamais abordée parce que je crois qu'on est assez bien finalement en Suisse, en tout cas avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, je trouve qu'on est encore assez protégé et assez bien loti en Suisse. Si vraiment on devait partir ailleurs, moi je partirais plutôt dans un pays nordique, pas pour des raisons géographiques ou que sais-je, mais vraiment plus pour l'éducation, pour le rôle du papa au sein de la famille, pour le rôle de la bienveillance et de l'éducation positive qui est beaucoup plus importante là-bas qu'ici. Mais encore une fois, je regarde tout ce à quoi on a accès ici en Suisse et dans la région où on est particulièrement, et moi je trouve qu'on est assez bien. Je suis assez d'accord avec toi. Après, j'aurais peut-être une ou deux petites envies différentes, mais c'est plus l'esprit vacances, de se dire pouvoir être au chaud, vivre près de la mer, au bord d'une plage, etc. Mais finalement, c'est assez utopique dans le sens une fois dans l'année, c'est agréable. Y aller toute l'année, je suis pas sûr que ce serait non plus ce que j'aimerais. La prochaine question, c'est coucou, j'aurais aimé savoir si toi et ton compagnon êtes croyants. Alors, c'est une question assez particulière. Croyant, je dirais oui. Tout dépend de la croyance, parce que finalement, quand on pose ce genre de questions, on s'attend à une religion très fixe, quelque chose de très cartésien. On se met dans un moule, dans une case, une religion connue, XY. Et dans notre cas, nous sommes pastafariens. Donc croyons aux pâtes. C'est important les pâtes. Elles nourriront le monde. Pour être un peu plus sérieux, disons qu'on a des croyances peut-être un petit peu hors normes ou un peu plus particulières. C'est vrai qu'on a une spiritualité un petit peu en marge de la moyenne. Pour faire simple, qu'on croit en l'univers. Je dirais que moi, depuis toute petite, parce que ma maman m'a baignée là-dedans, je crois qu'il y a quelque chose autour de nous, donc une énergie, une force qu'on peut pas expliquer, mais j'ai pas envie de la personnifier, j'ai pas envie d'imaginer un personnage au centre de tout ça, mais on n'a pas une croyance qui est standardisée, je crois. Ne le prenez pas mal, surtout si vous faites partie des gens qui ont des croyances justement un peu plus répandues. J'ai toujours trouvé un petit peu trop humain de toujours croire en une entité qui nous ressemblait et qui était en fait similaire à nous sous prétexte qu'on nous aurait créé à l'image de quelque chose qui est en dessus et que les animaux typiquement eux n'ont pas eu le droit à ces choses-là. Enfin bref, en gros c'est un peu étrange d'imaginer que les divinités sont forcément similaires à nous, en tout cas esthétiquement, physiquement. Encore une fois, je suis pas là pour vexer qui que ce soit ou lancer un débat incroyable dans les commentaires, mais alors pas du tout. Chacun croit à ce qu'il veut, certains croient, d'autres croient pas. Et donc, quelle que soit votre croyance, si ça vous aide à garder le sourire, aller de l'avant et être sympa avec tout le monde, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ensuite, on a comment se dégager des moments entre papa et maman de temps en temps. Alors c'est un sujet dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec une question précédente, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait je le ressens pas maintenant comme j'aurais pu le ressentir avec mes deux premiers. Avec mes deux premiers enfants, comme j'étais vraiment plutôt isolée, j'avais pas spécialement besoin que mes enfants aillent se coucher, ou qu'ils soient rythmés, qu'il y ait des rituels mis en place, donc j'étais vraiment à l'écoute de mes besoins et des besoins de mes enfants, mais il y a jamais autre chose qui est rentré en ligne de compte. Là maintenant c'est différent parce qu'on a besoin de ces moments-là pour se ressourcer, même individuellement, hein, pas forcément pour être ensemble, mais juste pour pouvoir se ressourcer, et du coup on a mis en place des rituels et des rythmes qui sont en fait hyper rassurants pour les enfants, parce que je pense que quand il y a un cadre qui est bien posé, on peut rester bienveillant et ça permet quand même aux enfants de pouvoir s'épanouir là-dedans, mais avec des limites qui sont rassurantes, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas complètement déborder. Il faut aussi garder en tête que c'est pas parce qu'on est avec nos enfants en train de faire une activité X ou Y qu'on peut pas prendre du plaisir à être juste tous ensemble, même entre couple, pouvoir se faire un câlin, un bisou, profiter du moment alors qu'on est avec ses enfants. Finalement, c'est pas non plus incompatible, même si effectivement de temps en temps ça fait du bien de pouvoir respirer, couper et voilà, respirer un petit peu. Et on peut pas tout contrôler, c'est vrai que si tout d'un coup il y a un enfant qui n'arrive pas à se coucher le soir et puis que ça nous bousille notre soirée, ma foi ça arrive, le lendemain on pourra profiter. Mais c'est vrai que ça a été important pour nous dès le début, mais parce qu'on savait à quoi s'attendre, parce qu'il y avait les deux grands, de mettre en place vraiment un rythme qui nous permettait à nous de pouvoir évacuer, de pouvoir avoir du temps pour nous individuellement, sans les enfants et sans notre
notre rôle de parents, parce qu'on on est des parents, mais avant d'être des parents, on était un couple. La question suivante, c'est comment te sens-tu en ce jour? Es-tu épanoui? Est-ce que toi, tu te sens épanoui? Oui. Est-ce que toi, tu te sens épanoui? Oui. Prochaine question. Non, plus sérieusement, je crois qu'on est épanoui parce qu'en fait, on fait en sorte de l'être. C'est-à-dire qu'on communique énormément, que quand il y a quelque chose qui va pas, eh ben on échange, et puis on va essayer de pas rester sur nos acquis. On a besoin continuellement d'évoluer, que ce soit dans notre conscience, dans notre manière d'être, et du coup, ben forcément, on va vers un épanouissement, c'est logique. Alors ensuite, comment gérez-vous les crises de vos enfants en public? Alors comme finalement la majeure partie des parents, on les prend, on les pend par les pieds et on leur met un scotch sur la bouche. Ou, simplement, étant donné qu'on a une éducation globalement positive et qu'on a su assez rapidement leur expliquer où étaient certaines limites, eh bien finalement, on n'a pas besoin de partir dans des crises de colère. Alors eux, soit ça peut arriver, c'est des enfants qui rentrent dans des crises de rage, mais quand c'est le cas, on peut juste pas discuter, ils nous entendent d'ailleurs même pas. Donc le laisser se calmer et ensuite revenir sur ce qui est en train de se passer. Moi, ce que j'avais tendance à faire avec Willow, qui était un enfant qui faisait pas mal de crises de colère, c'est que je le laissais effectivement faire sa crise, je restais à côté de lui, et puis quand il avait fini sa crise, ben, je discutais avec lui, et puis on essayait de trouver un accord ou un arrangement. Mais j'ai jamais été mal à l'aise face aux crises en public, je crois que toi non plus, parce que finalement, bah, ça arrive pas souvent, ça arrive plus souvent quand on est à la maison. Je dois dire qu'en extérieur, franchement, ça va. On n'a pas trop eu d'histoire de ce genre-là, mais je crois que le principal, c'est d'apprendre à se respecter aussi soi-même. Donc on va respecter l'enfant qui a le droit d'être en colère, mais nous, si on a besoin de prendre du recul et puis d'aller même juste à 10 mètres pour se calmer 2 secondes avant de reprendre la discussion, je crois qu'on a le droit aussi. Et c'est ce qui évite de partir du coup dans tous les sens, quoi. La question suivante, c'est est-ce que ça t'a déjà blessé de voir des personnes éduquées avec des violences éducatives ordinaires mais qui ne veulent rien entendre? Alors si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, les violences éducatives ordinaires, c'est tous les gestes ou les mots un peu simplistes et puis instinctifs qu'on peut avoir avec un enfant, c'est-à-dire le prendre par le bras, le brusquer, lui dire mais t'es nul, tu comprends rien, tout ça c'est des violences éducatives ordinaires. Moi personnellement, quand je vois quelqu'un à l'école ou autre qui est en train de communiquer avec son enfant avec des violences éducatives ordinaires, parce que je crois qu'on est tous humains et puis qu'on n'est pas des machines, du coup ben ça peut arriver d'avoir tout d'un coup un mot mal placé, ça n'empêche pas après de s'excuser, ça n'autorise pas à avoir des gestes déplacés envers son enfant ou à ne pas s'excuser, mais je crois qu'il faut aussi pouvoir comprendre que même nous ça pourrait nous arriver. Du coup je peux pas juger quelqu'un dans la rue qui va dire quelque chose à son enfant parce que je connais pas la situation. Les fessées, les claques, c'est considéré plutôt comme de la maltraitance, donc peut-être que dans ce genre de cas-là, effectivement, on aurait plus tendance à réagir, à dire quelque chose. Après, ben, voir un parent, comme tu disais, qui s'énerve un peu, qui hausse la voix, ou alors qui prend un peu son enfant fort par le bras pour lui dire d'arrêter de crier, malheureusement... Après, je pense qu'il y a des façons bienveillantes de pouvoir entrer en matière avec des gens comme ça. C'est-à-dire que si on voit qu'une maman est complètement débordée par son enfant, on peut éventuellement aller lui demander si elle a besoin d'aide ou quelque chose comme ça. Mais je crois que ça peut très vite être perçu comme de la violence de notre part. Hein. Ça peut être agressif. La prochaine question, elle est pour toi. C'est Papa Ours a l'air top avec mes 2 premiers enfants. Comment se passe leur relation? Est-ce que les débuts étaient difficiles? C'est vrai que c'était pas forcément hyper évident et je pense que de ce que j'ai pu entendre d'autres couples qui ont eu un parcours similaire, c'était pas forcément évident non plus au début. Moi, en tant que beau-père, ben, j'ai fait mon maximum pour que ça se passe bien. Je les ai toujours beaucoup aimés depuis le début. Forcément, quand on arrive dans une famille, surtout si les enfants sont encore en bas âge, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. C'est assez instinctif et naturel. Faut laisser faire les choses. Pour les enfants, c'est pas forcément facile et il se peut qu'ils aient des fois des termes ou des réactions qui sont un peu blessantes pour vous parce que vous y mettez votre cœur, vous essayez de faire au mieux et vous avez l'impression que ça porte pas ses fruits. Avec un peu de tolérance, un petit peu d'eau dans son vin, si je peux dire ça comme ça, du respect et autres, normalement ça finit toujours par bien se passer. Avec mon regard de maman sur la situation, donc peut-être un poil extérieur par rapport à ce que lui il a vécu, moi j'ai eu le sentiment que dès le début il a été très investi, mais aussi parce que mes enfants étaient en demande, c'est-à-dire qu'effectivement comme ils étaient en bas âge, ils avaient besoin d'avoir du contact, d'avoir une présence. Je crois vraiment que depuis le début, eux, ils ont eu un lien assez fort avec toi, mais c'est vrai que parfois il y a des incompréhensions, des choses où on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, et puis il faut rééquilibrer. Mais je crois que c'est un travail qu'on fait tous les jours, même en tant que parents en fait. Après c'est clair que c'est pas un rôle facile d'être beau parent, moi je réalise à quel point c'est difficile parce que dans mon entourage je le vois souvent et que je le vois aussi chez moi, et je trouve que c'est hyper courageux d'accueillir chez lui une femme qui a déjà 2 enfants qui sont pas les siens. La question suivante c'est, y a-t-il des sujets sur lesquels vos avis divergent? Éducation, vision du monde, etc. Oui, et j'ai envie de dire heureusement. Ah oui. Finalement c'est aussi ça qui fait un couple. S'il n'y a pas de divergence dans le couple et que vous entendez toujours sur tout, que vous faites tout pareil, que vous avez toutes les mêmes passions, alors peut-être que ça peut fonctionner, et d'ailleurs je vous le souhaite, mais je dois vous avouer que de ce que je peux voir et de par mon
mon expérience où j'ai eu aussi une relation assez fusionnelle fut un temps, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui puisse fonctionner à long terme. Donc oui, on a plusieurs divergences, que ce soit des fois politiques, que ce soit même des fois sur l'éducation. On va avoir des petites frictions pour des petites choses, mais finalement, entre adultes, on arrive toujours à discuter. Quand c'est des questions plus généralistes sur le monde ou autre, à se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Je crois qu'effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais en fait, c'est pas que c'est un combat entre nous, parce que de nouveau, on est vraiment dans la communication. Du coup, je trouve agréable, parce que nos différences, c'est une richesse, elles nous nourrissent, puis c'est ce qui permet justement d'avoir une relation qui évolue. Moi, personnellement, je suis persuadée que je grandis aussi grâce aux gens qui m'entourent, et puis à la richesse que eux vont m'apporter avec la vision du monde qu'ils ont qui est peut-être différente de la mienne. Et du coup, même dans le couple, c'est quelque chose qui fonctionne. Et moi aussi, j'ai eu par le passé des relations qui étaient très fusionnelles, et en fait, c'est des relations qui ont été complètement destructrices pour moi et qui me laissent maintenant un souvenir assez amer. Du coup, je suis plutôt contente de partager ma vie avec quelqu'un avec lequel je suis capable de communiquer, même si on ne pense pas toujours pareil. La question suivante, c'est quelle est la chose que vous aimez le plus chez l'autre? Ça va peut-être paraître bizarre, mais c'est sa vision du monde. C'est pas quelque chose de physique ou quelque chose de standard, entre guillemets. C'est une personne avec qui je peux partager, avec qui on peut rigoler, on peut parler de tout. On n'a pas vraiment de jugement l'un envers l'autre. J'y ai trouvé l'âme sœur, et non pas parce qu'il y a une belle paire de seins, des belles fesses, ou un autre critère qu'un homme habituel aurait peut-être pris d'abord choisir la personne avec qui il voulait partager sa vie. Et moi, c'est beaucoup plus terre à terre du coup comme réponse, mais ce que j'aime, c'est déjà son ouverture d'esprit, mais au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il a une ouverture d'esprit justement sur sa vision du monde, sur sa vision de la parentalité, sur sa vision du couple, de l'amitié. Il y a beaucoup de choses qui étaient évidentes pour lui et qui l'étaient moins pour moi, et en fait, j'ai le sentiment qu'il arrive à me donner des clés pour pouvoir moi continuer mon évolution de mon côté. Donc je vais pas évoluer en me calquant sur lui, mais il y a plein de petits détails, de petites choses qui font que moi, j'arrive à grandir et puis à évoluer de mon côté. Et en fait, je crois que tous les deux, on arrive à s'apporter comme ça des petites clés qui sont parfois hyper banales, mais qui nous permettent de pouvoir aller de l'avant. Et ce que j'aime aussi chez lui, c'est le fait qu'il soit très respectueux, qu'on soit d'ailleurs très respectueux l'un de l'autre, et surtout qu'il ait une énorme capacité de remise en question, ce que j'essaye de faire aussi, mais on arrive vraiment à se remettre en question en tant qu'humain, en tant que parent, et ça je trouve ça génial. Alors, prochaine question, comment vous êtes-vous rencontrés, et est-ce que ça a été une évidence au début? Vas-y, viens, sur la gauche, fais gaffe, ils sont là. Pousse-toi. Purée! Attends, je peux venir te rire, j'arrive, bouge pas. Et voilà, c'est reparti. Comme vous avez sûrement pu le deviner, c'est grâce aux jeux vidéo finalement qu'on s'est rencontrés. On a passé un nombre innombrable justement de soirées à faire des parties sur une franchise assez connue et réputée que vous connaissez peut-être, sur Destiny, sur le premier. Donc c'est un jeu un petit peu fantastique d'aventure en multijoueur où on a passé beaucoup de temps à combattre le mal au fin fond de la galaxie. En fait, on a commencé par jouer ensemble, on était une équipe assez soudée, et puis du coup c'est arrivé qu'on se voit quelques fois parce qu'on habitait tous en Suisse. Et en fait, à aucun moment on a envisagé une relation entre nous, ça s'est jamais discuté, on n'a jamais vraiment eu d'attirance l'un pour l'autre. Et en fait, à un moment donné, ça nous est tombé dessus. D'ailleurs, c'était clairement pas une évidence et on y était même plutôt opposés au début. La question suivante, elle est de nouveau pour toi, c'est quelle est ta vision de l'allaitement long? Finalement, quelle serait ma vision de mon enfant qui doit se nourrir pour vivre, grandir et s'épanouir? J'ai envie de vous dire, naturel. Finalement, depuis la nuit des temps, les femmes ont donné le sein à leurs enfants, ont allaité pour les faire grandir, pour leur donner toutes les bonnes choses qu'il leur fallait. Et donc, j'y vois vraiment aucun inconvénient. Et à part le jugement de certaines personnes que je pourrais trouver d'ailleurs même déplacées, je trouve ça complètement naturel. Et je trouve même que c'est très positif. La question suivante, c'est pourquoi avoir choisi ces prénoms? Pour mes deux premiers enfants, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a pas vraiment, dans le sens où, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, ma maman m'a dit: tu verras, un matin tu vas te réveiller et ton bébé t'aura chuchoté son prénom. Et ça peut paraître un petit peu trop spirituel, mais c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'un matin, je me suis réveillée et Willow était une évidence, et pareil pour Eileen. Je sais pas si toi t'as envie de rajouter quelque chose par rapport à Nao. Concernant Nao, je dirais que ça s'est fait exactement de la même façon. Ouais, il me semble. On en discutait occasionnellement le soir avant de se coucher. On disait des noms de toutes sortes, divers et variés, plus bizarres les uns que les autres. Et finalement, on s'est levé un matin et on s'est regardé en se disant: ah oui, donc Nao, comme si on en avait discuté le soir d'avant et qu'on s'était arrêté sur ce prénom-là, alors que pas du tout. Et ce qui est très beau, c'est que ça a jamais été remis en question, et surtout, on ne sait pas qui de lui ou de moi a proposé ce prénom, a suggéré ce prénom en premier. C'était une évidence, c'était comme ça, c'était Nao. Et sinon, pour détailler encore un tout petit peu, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les prénoms qui sont chantants, qui sont plutôt doux à l'oreille, pas les prénoms qui sont bruts. Et du coup, j'aime beaucoup les prénoms de mes trois enfants parce que c'est des prénoms qui sont vraiment très légers et faciles à porter, je trouve. Prochaine question, vous est-il déjà arrivé de déprimer à cause de la fatigue? Oui. Carrément. C'est toujours difficile de matcher finalement la parentalité à la vie professionnelle, les nuits qui sont souvent très agitées au début, tout ça mélangé, forcément des fois amène à des petits craquages. Et je pense que vous aussi qui nous regardez, ça vous est déjà arrivé, vous êtes humain. Je vais pas mentir, ça m'arrive très souvent d'être vraiment écrasée par la fatigue, toi aussi d'ailleurs, mais en fait ce qui est génial c'est qu'on arrive à se relayer. Donc on accueille, ici il y a une journée où par exemple lui il va être pas bien, il va être fatigué, je vais accueillir, je vais faire en sorte de ma foi pas trop être sur son dos, et si c'est un jour où moi je suis très fatiguée, lui il va très facilement prendre le relais, et ça a toujours
toujours été, je crois, assez facile de ce côté-là. Mais évidemment que souvent, on déprime complètement à cause de la fatigue et on craque, c'est normal. Alors, vous est-il déjà arrivé de vous disputer devant vos enfants? Comment gérez-vous ça? En y réfléchissant, je ne crois pas que ça nous est déjà arrivé de nous disputer devant eux. Alors évidemment, ça nous arrive d'avoir des différends. Par contre, dans mes souvenirs, on n'est jamais arrivé à se disputer, en particulier devant les enfants en fait. Non. D'ailleurs, s'il y a des buts de dispute, justement le fait que les enfants soient là est souvent un signe pour couper la dispute et dire voilà, on en parlera peut-être ce soir. En plus de ça, on aura eu le temps de respirer un petit peu dessus. On sera plus tranquille pour en parler sans monter dans les tours. Moi de base, je suis quelqu'un qui ne supporte pas les conflits. C'est quelque chose qui me fait excessivement peur parce que je suis hyper émotive et que j'ai beaucoup de peine à gérer ça. Du coup, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à éviter le conflit. Et en fait, toi, t'es pas quelqu'un qui cherche le conflit non plus. Du coup, on va pas chercher le conflit. Et puis en fait, si on sent qu'il y a un début différent, on sait que la base de l'éducation positive, eh ben, c'est de pas le faire devant les enfants et de pas se contredire. Mais arrête Enfin bref, quand on a un différent, on va éviter d'en parler devant les enfants parce que déjà, il y a aucune raison de crier ni de s'énerver. Je crois qu'on peut parler comme des adultes, on peut communiquer. Je crois que la communication, c'est la base. Et du coup, non, on ne se dispute jamais devant les enfants simplement parce qu'on communique. La question suivante, c'est quels sont les 3 plus gros changements quand on devient parent? Je te laisse peut-être répondre parce que toi, ça fait moins de temps que t'es parent. Alors, il y a effectivement quelques gros changements, surtout que je suis passé de 0 à 3. À moins de 30 ans quand même. Hein. Quand même pas commun. Il y a moins de sorties, il y a moins de temps libre pour ses passions, pour autres. On va plus penser d'abord aux enfants qu'à nous, clairement. Ça, c'est la première des grosses différences. J'ai le sentiment que même en tant qu'être humain, on change complètement à partir du moment où on devient parent. On n'a plus du tout la même vision du monde, on est beaucoup moins égoïste. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, beaucoup de sens. Et puis en fait, on est complètement incapable de savoir à quoi s'attendre avant d'avoir cet enfant entre les mains. Même quand on est enceinte, même quand on attend un bébé, je crois qu'on peut pas savoir ce qui va nous attendre. Ça vient comme un cheveu sur la soupe avec le bébé. La question suivante, c'est pour toi, Peanut Mom, t'arrive-t-il de craquer émotionnellement parfois sous la pression, pleurs, etc. Oui, très souvent. Je crois que ça doit m'arriver minimum une fois par semaine d'avoir tout d'un coup une fin de journée où ça a été tellement condensé, où il y a eu tellement d'énergie à dégager que du coup j'y arrive juste plus. Je suis juste à bout de nerfs, je ne peux plus. Et puis dans ces cas-là, en général, j'attends que Papa Ours rentre du travail, je lui laisse les enfants dans les bras et je vais m'enfermer 5-10 minutes dans la chambre dans le noir juste pour pouvoir descendre la pression avant de pouvoir attaquer la suite de la journée. L'avant-dernière question, c'est avez-vous des conseils pour solidifier son couple quand on a des enfants? Mettre en place un agenda sexuel hebdomadaire à heure précise de début et de fin de l'acte, ou simplement continuer à partager des choses que vous partagiez avant d'avoir des enfants. Je suis pas sûre qu'on ait besoin de sortir pour vraiment trouver du temps pour s'équilibrer juste entre nous. D'ailleurs avec Nao, c'est ce qu'on fait depuis sa naissance parce qu'on l'a jamais fait garder. Mais c'est vrai que on a nos moments tous les soirs, parfois on se fait des petits repas, qu'on prend le temps de cuisiner, on a du plaisir à cuisiner, à se faire des bons petits plats, on a du plaisir à partager du temps ensemble. Et en fait je crois que c'est ça qui est important, c'est que quand on est vraiment épuisé et qu'on se laisse complètement déborder par son rôle de parent, le soir on n'a plus l'énergie pour être avec son conjoint, on a juste besoin de se retrouver soi. Et puis du coup on met complètement de côté le côté couple et puis forcément ça peut pas perdurer quoi. Alors que c'est vrai que pour nous c'est quelque chose d'important de conserver tous ces moments qu'on avait déjà avant et puis qui font ce qu'on est ensemble. La dernière question, comment c'est la vie à plusieurs et des fois qu'à 3? Donc j'explique la question parce que je crois que je l'ai compris comme ça. C'est vrai qu'en général on est tout le temps à 5, mais un week-end sur 2 on se retrouve que à 3 avec Nao puisque les grands sont chez leur papa et du coup c'est 2 temps qui sont très différents. Pour certains couples, déjà avoir un enfant c'est beaucoup. Je peux vous dire que quand on en a 3, se retrouver un week-end sur 2 avec un seul enfant, ça fait une sacrée différence. Donc je dirais pas que c'est positif ou négatif. Les deux se complètent, mais c'est vrai que c'est agréable de temps en temps de passer à des week-ends où on n'est plus que les 3 parce qu'ils sont chez papa ou autre, et où finalement on a un petit peu de temps pour se retrouver et profiter de Nao, qui est le petit dernier, et qui demande des fois tout autant d'attention, mais qui se fait des fois un peu moins remarquer que son grand frère ou sa grande sœur, qui quand ont besoin d'attention à leur âge, le font remarquer. C'est vrai que Nao il commence maintenant à avoir son petit caractère qui est quand même bien trempé, je trouve ça absolument génial d'ailleurs, mais c'est vrai qu'en général il est plutôt effacé. Il y a son frère et sa sœur qui se font assez facilement remarquer, et puis du coup lui il suit pas mal parce qu'il est amoureux de son frère et de sa sœur, et du coup il nous demande beaucoup moins d'énergie. Et c'est vrai que pour nous, et je pense en particulier pour toi, c'est agréable d'avoir du temps à consacrer vraiment uniquement à ce bébé qui grandit archi vite, et puis de pouvoir profiter vraiment d'être que avec lui à 100%. Et ce qui est bien aussi, c'est que pendant ces week-ends là, on va suivre plus notre rythme à nous que le rythme de Nao. C'est-à-dire que si tout d'un coup on a envie d'aller manger dehors, d'aller boire un verre, on va pas se priver parce qu'on sait que Nao il est beaucoup plus souple au niveau du planning, des horaires que ses grands frères et sœurs. Et je clôturerai cette réponse sur le fait de pouvoir préciser quand même que je fais pas vraiment de différence entre Nao ou alors les deux plus grands. C'est vrai, je confirme. Depuis le début, j'ai mis un modèle là, enfin je me suis vraiment donné du mal à tout faire pareil pour tout le monde parce que finalement c'est comme ça que je voudrais qu'on le fasse aussi pour moi si c'était le cas. Et à partir du moment où je deviens beau-père et qu'on s'est mis ensemble avec tes 2 enfants, c'est quand même que j'acceptais le fait qu'elle ait des enfants, donc que j'acceptais le rôle que je devrais prendre là au milieu. Et c'est vrai qu'assez souvent il vient même me poser la question, ah est-ce que je leur dis assez que je les aime, ah est-ce que je passe assez de temps avec eux. Je trouve vraiment que la situation est plutôt idéale du point de vue de ce qu'on a vécu. Et c'est sur cette question que s'achève notre petite foire aux questions. J'espère que nos réponses vous auront un petit peu éclairé sur notre façon de voir la parentalité et la vie de couple. J'espère que vous aurez eu les réponses à toutes vos questions. N'hésitez
pas, si vraiment vous avez une question encore qui vous tiendra à cœur, de le mettre en commentaire. On répondra volontiers. Et si vous avez envie de m'écrire par message privé parce que vous avez besoin d'un conseil, parce que vous avez une question ou que sais-je, vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram PinUpMom avec le petit trait en bas, je vous le note juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. À tout bientôt!